l'Acadie Nouvelle et CKRO vous présentent le balado des Top 5. Top 5 des personnalités de l'année. Nous y sommes, vous y êtes. Il y est aussi François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Bonjour. Bonjour Michel, oui, de retour pour un nouveau balado, les Top 5. Et aujourd'hui, ce sont les personnalités de l'année. Nous avions fait le même exercice l'année dernière dans un autre balado. Oui. Et nous avions nommé personnalité de l'année Susan Holt, qui venait tout juste d'être élue première ministre du Nouveau-Brunswick. Et j'ai un scoop pour toi aujourd'hui, Michel. Pour cette nouvelle édition des Top 5, nous avons une nouvelle personnalité de l'année qui ne sera pas Susan Holt. Quelqu'un d'autre a obtenu la couronne. Pas de changement, pas d'agrément. Et dans notre chapeau, pigeons le nom pour cette 5e position, Claire Johnson, ministre de l'Éducation. Probablement la personnalité la plus controversée de notre classement. Elle a connu une année difficile, beaucoup de problèmes au sein de son ministère, certains pour lesquels elle ne pouvait rien, d'autres qui sont par ailleurs directement liés à ses actions et à ses décisions. Bref, une année en montagne russe pour Mme Johnson. Dans son cas, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après compression budgétaire dans son ministère. Avant les compressions, elle était l'une des étoiles du gouvernement. Si on fait un plongeon dans cette époque moins tumultueuse, la ministre avait réglé très rapidement et très adroitement la fameuse question de la politique 713, qui avait été un enjeu politique, partisan et idéologique majeur, et on n'en parle presque plus maintenant que c'est réglé. Ça, c'était en 2024, par contre, mais en 2025, une image de Claire Johnson qui m'a marqué, c'est sa présence lors du discours sur l'état de la province de Susan Holt. Souviens-toi, Michel, Blaine Higgs avait fait de ces discours-là une occasion de se rendre hommage à lui-même, alors que Mme Holt, au contraire, avait voulu mettre en valeur son équipe et elle avait invité quelques ministres à l'accompagner sur scène. Et c'est la ministre Johnson qui avait le plus brillé. Elle était très naturelle, très claire dans ce qu'elle voulait accomplir dans la prochaine année. Une ministre vedette, Michel. Personne ne pouvait se douter à quel point le reste de l'année serait difficile. Ça a été difficile. Tu parlais d'étoiles. L'étoile a pâli un peu les mois suivants. Oui, et tout a commencé avec les compressions budgétaires. À la décharge de Claire Johnson, je ne pense pas que c'était sa décision. Je pense que la commande est venue d'en haut, du ministre des Finances, René Lagacé, ou de la première ministre elle-même, qui sait, dans un effort visant à réduire le déficit budgétaire. Quoique le ministre des Finances, Lagacé, a dit publiquement, Michel, avoir demandé à ses différents ministres de dégager des économies dans leur budget. Il se peut que la ministre Johnson ait fait elle-même du zèle et que sa décision a mené à ces compressions-là, et en particulier au fait de supprimer des dizaines de postes de bibliothécaires scolaires. Sa gestion des compressions, sa façon de les communiquer aussi, ça a été dénoncé par le défenseur des enfants et de la jeunesse, Kelly Lamrock. Il a parlé de graves lacunes de gouvernance, d'échecs systémiques majeurs, d'un tour de passe-passe de relations publiques, d'apparence de vérité. Quand la ministre a voulu ajouter de nouvelles ressources dans les classes alors que ce n'était pas le cas. Tout ça revient, par contre, peu importe l'angle qu'on choisit, Michel, à la responsabilité ministérielle. Peu importe qui a pris la décision à la base, l'exécution de celle-ci, ça revient à la ministre et à son équipe. Ils n'ont pas respecté les attentes. Le tout a été suivi de ce que j'appelle l'été du silence, c'est-à-dire cet été pendant lequel la ministre a cessé soudainement d'accorder des interviews, de défendre ses décisions, que ce soit pour la semaine de 4 jours dans les écoles anglophones où ça ne passait pas bien, la pénurie de chauffeurs d'autobus, la réduction des objectifs à atteindre dans le prochain plan d'éducation, et j'en passe. La ministre était portée disparue, mais ça va mieux pour elle depuis quelque temps. La tempête est derrière elle, mais on sent que... c'est fragile. C'est fragile. Clairement, la lune de miel avec les électeurs, dans son cas à elle en tout cas, est terminée. Oui, au niveau de la gestion de la communication, c'est tout relié à ça. Et quand le doute s'installe, faut en donner plus. Et ça ne s'est pas passé du côté de la ministre. Un bon communicateur peut faire passer auprès de l'opinion publique pas mal plus de mauvaises nouvelles que quelqu'un qui est un mauvais communicateur ou qui, comme dans le cas de Mme Johnson, choisit de s'emmurer dans le silence. On verra bien en ce qui a trait à la demande de réduction de certains budgets pour l'année 2026. On n'y est pas encore. Attendons voir. 4e rang, tu as pour nous la mairesse de Moncton, Paulette Thériault. Oui, Mme Thériault qui n'a pas été hyper présente dans l'actualité quand même. Elle n'a pas été la femme des grands combats ni des grandes controverses. C'est pas quelqu'un qui a fait les manchettes à tous les jours, mais je tenais quand même à faire un petit clin d'œil dans cet exercice à son endroit parce que je trouve ça exceptionnel qu'une Acadienne soit devenue mairesse de Moncton, même si c'est seulement à titre de suppléante dans ce cas-ci. Pour ceux qui ne se souviennent pas des détails, Dawn Arnold était mairesse et elle a remis sa démission en mars après avoir
avoir été nommée sénatrice. Paulette Thériault était conseillère municipale, mais aussi mairesse suppléante. Donc, c'est elle qui a succédé à Dawn Arnold et elle occupe encore le poste aujourd'hui. Donc, elle n'a pas été élue mairesse de Moncton et je ne crois pas qu'elle ait montré un intérêt pour être candidate à la mairie lors des prochaines élections municipales. Ça va avoir lieu sur le 11 mai 2026. Mettez un petit crochet dans ton calendrier, peut-être, Michel. Ouais. Mais je tiens à rappeler que c'est quand même extraordinaire ce qu'elle a accompli. Des gros dossiers. Toute l'histoire de la ville de Moncton, il n'y avait eu qu'une seule mairesse, la prédécesseur de Mme Thériault, Dawn Arnold, et un seul Acadien qui a accédé à la mairie, Léopold Béliveau, dans les années 90. Alors de voir une femme francophone acadienne devenir mairesse, même en tant que suppléante dans ce cas-ci, de Moncton, en 2025, c'est historique. Et c'est d'autant plus vrai que Mme Thériault est une fière Acadienne. Une anecdote qui me revient en tête quand je pense à Mme Thériault, ça remonte à 2016, donc presque 10 ans déjà. Mme Thériault était déjà conseillère municipale et la ville de Moncton avait décidé de baptiser un parc pour le nommer le parc René-Arthur Fréchette. Et la population anglophone du quartier s'était insurgée contre un nom qui, on va dire des choses franchement, Michel, ça sonnait trop francophone à leurs oreilles. Alors, la ville de Moncton a reculé devant l'opposition. Elle a nommé l'endroit Parc Braemar Park, mais en précisant qu'il fallait honorer autrement René-Arthur Fréchette. Et c'est Paulette Thériault qui avait répondu avec une phrase assassine à ce moment-là, en plein conseil municipal. « Soyons sérieux. Si on veut vraiment honorer sa mémoire, commençons par ne pas supprimer son nom du parc. » Et elle avait été une des deux personnes qui s'étaient opposées à la décision de retirer le nom Fréchette du nom du parc. Oui, voilà. Donc, une belle prise de position et quand même des dossiers importants aussi à gérer. Quand on se déplace aussi un peu plus dans le sud de la province, on peut voir aussi que le dossier de l'itinérance est très important et accapare beaucoup de temps aussi, du temps important à donner aussi pour ces gens qui vivent dans la détresse. Oui, gérer une ville comme la ville de Moncton, qui était la plus importante ville du Nouveau-Brunswick, donc ce sont des enjeux importants. Oui, Mme Thériault elle a géré plusieurs dossiers, que comme tous les autres conseils municipaux, là, bien sûr, l'adoption d'un budget, une nouvelle convention collective. Elle a souligné le championnat des Wildcats de Moncton, leur participation à la Coupe Mémoriale, en portant fièrement leur chandail lors d'une réunion du conseil municipal. Mais tu as raison, Michel, beaucoup d'enjeux très municipaux et l'itinérance, c'en est un qui a gagné beaucoup en importance au cours de la dernière année et ce n'est pas fini. Il y a eu des moments où ça brassait un peu plus fort à l'hôtel de ville de Moncton. Je pense en particulier à toute la question qui entoure l'embauche de personnel supplémentaire au sein de la GRC, du service de police Kodiak. L'autorité policière souhaitait embaucher 15 policiers supplémentaires au coût de 1,2 million de dollars. La ville a dit non parce que l'année précédente, elle avait déjà financé l'embauche de 17 gendarmes additionnels. La ville voulait des statistiques qui montrent l'incidence de ces nouveaux policiers-là. Elle ne les a jamais obtenus. De façon générale, la mairesse Thériault n'est pas celle qu'on voyait en avant toujours et qui prenait ces décisions-là. Elle ne cherchait pas à donner l'image d'un one-woman show. Elle laisse beaucoup d'espace au conseil municipal, mais elle a l'avantage d'être expérimentée et ça l'aide à bien gérer les réunions et les émotions aussi. La gestion des émotions, est-ce qu'on doit le faire pour ton 3e rang de ton classement des personnalités de l'année, François? Qui as-tu sélectionné? Au 3e rang, Michel, j'ai pensé à quelqu'un qui n'est malheureusement plus parmi nous. Donc, c'est personnalité de l'année, mais ça pourrait être événement de l'année, dans le fond, parce que cette personne-là a laissé un vide immense à la suite de son décès. Et je parle, bien sûr, de l'autrice et dramaturge Antonine Maillet. Ah, wow. Madame Maillet, qui a peut-être été la plus grande ambassadrice que l'Acadie ait jamais connue, une grande voix de la littérature francophone, elle s'est éteinte à l'âge de 95 ans. On savait bien, avec le temps qui passe, avec le décès aussi de Viola Légère, celle qui a joué la Sagouine de Madame Maillet avec tant de brio, que la fin approchait. Mais je pense qu'on était plusieurs à ne pas vouloir y croire. Un peu on ne veut pas. Il y a des gens qu'on ne veut pas. On ne veut pas arriver à cette réflexion. On ne pouvait pas imaginer qu'elle allait nous quitter un jour. Et au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de funérailles nationales comme on le voit au Québec, mais je pense que si quelqu'un l'aurait mérité, c'est bien elle. Ces funérailles à la cathédrale de Moncton ont été le plus près, en fait, de ce qu'on peut qualifier de funérailles nationales acadiennes. Et même si elle est maintenant décédée, c'est pas faux de dire qu'à travers son œuvre, Antonine Maillet est maintenant immortelle. Ça va au-delà de la culture, François. C'est tout ce que pouvait
ce qu'elle représentait à l'époque, ce qu'elle a représenté et de quelle façon elle a porté l'Acadie avec elle tout au long de son cheminement et de ses voyages et de ses rencontres à travers la planète. C'est une géante. Ouais. C'était une géante, Antonine Maillet. Tout ce qu'elle accomplit, elle écrivait à propos de l'Acadie quand personne ne le faisait à grande échelle. Et on peut le voir aussi que le pays de la Sagouine, peux-tu imaginer, Michel, aujourd'hui, là, un artiste, un groupe de musique, un auteur, peu importe, là, un Acadien tellement important dans la culture populaire que les gouvernements accepteraient de créer et de financer un nouveau lieu historique qui s'appuie sur son univers. On prend le pays de la Sagouine pour acquis, mais quand on s'y arrête un peu, on réalise à quel point c'est extraordinaire que ça existe, ce lieu-là. Essayez aujourd'hui de convaincre le gouvernement de créer un lieu touristique aussi ambitieux que le pays de la Sagouine, et vous n'y arriverez pas, là, surtout à cette époque de compression budgétaire. C'était seulement possible avec Antonine Maillet, mais il faut dire qu'elle était tellement aimée, tellement respectée. On se souvient que le président de la France, Emmanuel Macron, l'a reçue à l'Élysée en 2021 pour la nommer commandeur de la Légion d'honneur. La cérémonie avait été suivie d'un moment magique. Je ne sais pas si tu te souviens des images, Michel, avec le président qui avait marché avec Mme Maillet, qui l'avait accompagnée à l'extérieur. L'année dernière, le président Macron est venu faire un tour au Canada. Il a profité de l'occasion pour lui rendre visite chez elle, dans sa maison, sans les caméras de télévision. Alors, elle nous a légué un extraordinaire héritage. Et avec son décès, j'ai vu une dernière occasion de la nommer parmi les personnalités qui ont marqué la dernière année. Une année pendant laquelle les artistes acadiens ont brillé, avec Salle Barbe, Robin Joël-Cour, Olivier Bergeron, et j'en passe. Et mon petit doigt me dit, Michel, là, j'ai pas écouté le balado des top 5 culturels encore, j'ai pas eu la chance, mais je crois que ce sont des noms qu'on va entendre dans le balado avec Sylvie Mousseau, et j'invite nos auditeurs à l'écouter. Je sais que je vais le faire. Ça se pourrait très bien. Moi, j'inviterais les gens aussi à maintenant regarder les archives et d'entendre et de comprendre le regard de Mme Maillet sur notre société qui s'est transformée au cours des années. On a toujours besoin de balises, on a toujours besoin de repères dans la vie, et Mme Maillet nous ramène à ce que devraient être nos priorités, qui peut-être ont changé au cours des années, des décennies, mais Mme Maillet avait le don de nous ramener à l'important. Oui, elle nous manquera beaucoup. Deuxième position, François. Je ne dis pas que tu joues de la première à la deuxième, mais est-ce que l'année prochaine, ton deuxième cette année va être en troisième place? J'ai hâte de voir, parce que l'an passé, tu avais choisi Susan Holt comme première, et cette année, Susan Holt revient en deuxième place. Michel, je vais être avec toi et nos auditeurs brutalement honnêtes. Sois brutal, François. Nous pourrions nommer chaque année le premier ministre, ou dans ce cas-ci, la première ministre du Nouveau-Brunswick, comme étant la personnalité médiatique qui a le plus marqué l'actualité. Il n'y a aucune autre personnalité publique que l'on voit plus souvent dans l'actualité, qui a la plus grande influence à la une des journaux, en manchette des bulletins télévisés. C'est vrai pour Susan Holt. Ce l'était aussi pour Blaine Higgs, pour Brian Gallant, pour Bernard Lord, pour Frank McKenna et tous les autres. Cette année, par contre, nous ne l'avons pas choisi au sommet de notre top 5 de fin d'année. Elle se retrouve quand même en deuxième position, ce qui n'est pas vilain quand même, je pense, hein, Michel. Faut dire qu'elle ne s'est pas ennuyée pendant les 12 derniers mois. Mme Holt, 2025, s'est déroulée en fait en deux étapes pour elle. La première étape, la course pour respecter ses promesses électorales et ses priorités, les primes aux infirmières qui ont été distribuées, le comité permanent sur les langues officielles, le plafonnement des loyers qui a été mis en vigueur, qui a été renouvelé, le rabais de 10% sur les factures d'électricité et beaucoup plus encore. Ce gouvernement-là a été hyper actif, ce qui faisait changement avec l'ancien gouvernement de Blaine Higgs, qui lui semblait être déjà épuisé et à court d'idées, qu'on a pu le voir pendant la campagne électorale de 2024, avec un programme électoral qui était à peu près vide de contenu. Alors, l'année a commencé beaucoup par ça, et ensuite la deuxième partie où là, on gère la province. Les fameuses cliniques de santé collaboratives, François, ça aussi, là, on dirait qu'on revient là-dessus, mais c'est un des points majeurs qui avait été lancé pendant la campagne électorale. C'est un point en suspens encore. Il s'agit possiblement du meilleur coup de Susan Holt, ces fameuses cliniques de santé collaboratives, des cliniques dans chaque région. Ça veut dire ça, des annonces dans chaque région, Michel, des conférences de presse dans chaque région, des ouvertures officielles dans chaque région. C'est une formule très efficace pour permettre au gouvernement de montrer qu'il est actif, s'assurer qu'il y a régulièrement un flot de nouvelles positives. Une formule qui a été utilisée d'ailleurs pendant la campagne électorale aussi, où presque à tous les jours, il y avait une annonce électorale, une promesse dans chaque région pour les cliniques en question. Et c'était nécessaire parce que
tout n'a pas été rose pour ce gouvernement-là qui a présenté des déficits budgétaires gigantesques parmi les plus importants de l'histoire du Nouveau-Brunswick. Il y a eu les compressions budgétaires en éducation. Pendant l'été du silence de Claire Johnson, c'est régulièrement Mme Holt qui a dû défendre les actions de sa ministre. Puis il y a eu bien sûr la bataille pour supprimer l'ajusteur carbone pour réduire le prix de l'essence. Ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, on raconte tout ça dans le balado sur les événements de l'année. Je vous invite à l'écouter. Quelques moments difficiles. On attend encore une annonce concernant l'avenir des palais de justice dans la péninsule acadienne. Ouais. Toute la controverse entourant les tours de téléphonie cellulaire, quand Mme Holt a semblé être la seule personne au Nouveau-Brunswick qui ignorait que le problème était particulièrement criant dans le nord de la province. Il a eu sa décision d'appuyer le fédéral dans sa lutte pour lui donner le droit constitutionnel de nommer des lieutenants-gouverneurs unilingues anglais au Nouveau-Brunswick. Mais ce qu'on doit retenir, Michel, de cette première année complète de Susan Holt au pouvoir, c'est que la lune de miel avec les électeurs se poursuit. Elle fait partie des premiers ministres qui ont le plus haut taux de satisfaction au Canada. Ça démontre que les électeurs sont satisfaits de leur choix. Est-ce que ce sera encore le cas dans un an? On s'en reparle, Michel, lors du balado des top 5 de 2026. C'est un rendez-vous. Pour revenir aux cliniques de santé collaboratives, est-ce que, François, tu crois que ce sera la promesse électorale la plus difficile à terminer, à consolider? Non. La promesse la plus difficile à accomplir, ça va être de ramener l'équilibre budgétaire. Je ne crois pas, en fait, qu'ils vont y arriver. Les cliniques de santé, clairement, ils ont un plan. Surtout, Mme Johnson a un avantage extraordinaire, c'est d'avoir à ses côtés comme ministre de la Santé John Dornan, qui est un ancien médecin, qui est aussi un ancien PDG du réseau de santé Horizon, donc il connaît le système de santé sur le bout des doigts et qui peut réussir à mener cette mission-là. Est-ce que, par contre, ça va réussir à réduire autant qu'on le souhaiterait la liste des patients qui n'ont pas de médecin de famille? Ça, c'est une autre question. Effectivement, ça va être difficile à accomplir. Première position de nos personnalités de l'année. Nous voici enfin avec le numéro 1 de ce top 5. Et François, tu as choisi le ministre... Le ministre fédéral, Dominique Leblanc. Dominique Leblanc, qui était l'homme à tout faire de Justin Trudeau, qui était le concierge du gouvernement, c'est-à-dire que c'est lui qu'on envoyait nettoyer les dégâts aussitôt qu'il y avait une crise au sein du gouvernement. J'ai l'image du film Nikita. Le nettoyeur, j'en dis pas plus. Et je rappelle qu'au premier jour de l'année 2025, le ministre des Finances, Dominique Leblanc, est devenu ministre des Finances, donc le tout premier Acadien à occuper ce poste. Et pourquoi il était ministre des Finances à ce moment-là, Michel? Parce que 2 semaines auparavant, Chrystia Freeland venait de claquer la porte avant la lecture d'un énoncé économique. Le leadership de Justin Trudeau était attaqué de tous bords, tous côtés. Mark Carney venait de refuser de mettre le bras dans le panier de crabe. À ce moment-là, il n'a pas voulu remplacer Mme Freeland aux finances. Il attendait son heure, Michel. Il le savait. Le gouvernement Trudeau est en train de s'écrouler sur lui-même avec en arrière-plan le président Trump qui se moquait du Canada, en parlait comme étant le 51e État. Le premier ministre Trudeau était le gouverneur Trudeau, selon lui. Et c'est dans ce contexte-là, alors que les marchés financiers avaient besoin d'un message fort, de stabilité, que Dominique Leblanc est arrivé aux finances, à stabiliser le gouvernement, à rassurer les marchés financiers. Justin Trudeau a ensuite remis sa démission. Et le favori à ce moment-là, celui que tout le monde souhaitait voir se lancer dans la course à la direction du Parti libéral, celui dont tout le monde attendait la réponse, c'était Dominique Leblanc, encore une fois. Et je pense aujourd'hui que s'il s'était lancé dans la course, s'il l'avait souhaité, il aurait remporté, et pour la première fois, un Acadien serait devenu premier ministre du Canada. Il a plutôt décidé qu'il pouvait mieux servir son pays en étant sur la ligne de front contre Donald Trump et qu'en participant à une course au leadership, que ça allait le détourner de sa mission. Alors, c'est Mark Carney qui s'est lancé finalement et contre toute attente, non seulement il a gagné, mais il a mené le Parti libéral à une nouvelle victoire. Et Carney a donné toute sa confiance à M. Leblanc, qui, suite à cette décision de placer Leblanc aussi dans cette équipe, on voit que M. Leblanc répond. C'est très large aussi comme influence. Et on voit aussi la crédibilité que M. Leblanc a dans la sphère politique. Voilà. Mark Carney a accordé sa confiance à Dominique Leblanc. Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut penser ce qu'on veut de lui, de son bilan, de tout ce qu'on veut, M. Carney, mais c'est un homme intelligent. Il a compris à quel point Dominique Leblanc est un atout important pour son gouvernement, autant avec les Américains qu'au Canada, avec les relations avec les conservateurs, comme les premiers ministres Doug Ford en Ontario, Daniel Smith en Alberta, qui le respectent beaucoup. Cela dit, on a moins vu et moins entendu M. Leblanc au cours des derniers mois, et je pense que l'une des raisons, c'est qu'il ne peut pas réaliser de miracle. Malgré tous ses efforts, malgré toutes ses visites à Washington,
il n'arrivera pas à faire plier Donald Trump ni à le convaincre que c'est une mauvaise idée d'imposer des droits de douane sur des produits canadiens. J'ai l'impression, Michel, que la stratégie de M. Leblanc, c'est d'attendre et d'avoir de meilleures cartes entre les mains. La donne politique va finir par changer aux États-Unis après les élections de la mi-mandat, qui devrait avoir un recul des républicains. Il existe aussi une possibilité que la Cour suprême des États-Unis décrète que le président a outrepassé ses pouvoirs en imposant des tarifs à gauche et à droite au gré de ses humeurs. Ce sont des événements qui auront un impact sur le déroulement des négos avec le Canada, avec le Mexique aussi. Et Dominique Leblanc, lui, il est au milieu de tout ça. Il va certainement jouer un rôle encore plus important l'année prochaine, alors qu'il faudra renégocier cet accord-là de libre-échange sous peine de le voir mourir de sa belle mort. Est-ce qu'on peut voir aussi que des plusieurs voyages que Mark Carney fait pour restructurer un peu l'économie, les échanges avec les autres pays, pendant ce temps, Dominique Leblanc, lui, est au Canada et peut rendre aussi des comptes au premier ministre avec ce qui se passe peut-être au niveau des discussions. Je ne dis même pas négociation avec les États-Unis. C'est peut-être en mode attente, mais pendant ce temps-là, pendant que Carney traverse un voyage à travers la planète pour une nouvelle structure économique pour le pays, c'est son homme de confiance qui est là aussi et qui garde le fort. Dominique Leblanc est partout. Il est souvent à Ottawa, bien sûr. Il est souvent à Washington. Il est dans les entrevues de fin d'année qu'il accordait à différents médias. Il disait qu'il regrettait un peu de ne pas être plus souvent dans sa circonscription, mais il est l'homme des grands dossiers. En entrevue à Radio-Canada, il y a quelques jours, il disait vouloir prendre du temps pour faire de la motoneige et un voyage en Gaspésie. Donc, c'est ce qu'on lui souhaite pour revenir en forme, faire une pause et revenir en forme en 2026. On lui souhaite, c'est bien mérité. François, conclusion? Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel, nos auditeurs, pour ce balado top 5 des personnalités de l'année. Et je vous invite aussi à écouter nos autres balados de la série des top 5 avec nos choix pour des personnalités culturelles, nos personnalités sportives et nos événements de l'année. Et je profite de l'occasion, comme toujours, pour inviter nos auditeurs à s'abonner à la page YouTube de l'Acadie Nouvelle. Vous y trouverez l'ensemble de nos balados, les top 5, ceux de cette année, ceux de l'année dernière, le micro et la plume. Merci Michel, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et pour ce qui est de CKRO, suivez le lien sur le site web, allez faire un tour sur Spotify, tout est là, les top 5 et la plume et le micro. Merci François. Merci.